Alors que le secrétaire d'État Marco Rubio s'apprête à rencontrer son homologue danois à Washington, une vague de réactions virulentes s'est levée aux États-Unis, visant directement ce qui est perçu comme l'indifférence européenne. Au cœur de toutes les discussions se trouve le Groenland, une terre que beaucoup imaginent recouverte de glace éternelle, mais qui occupe en réalité une position stratégique absolument centrale dans l'architecture mondiale de défense. Antimissile dell'Occident. Ce que la majorité du public ignore, c'est qu'une part essentielle du système de défense antimissile américain repose aujourd'hui sur la position stratégique du Groenland. Dans le pire des scénarios, même sans attaque nucléaire formelle lancée par la Russie ou la Chine contre l'Amérique du Nord ou l'Europe, le Groenland constitue la première ligne du réseau de détection et d'interception. La question se pose donc clairement. Le Danemark et les pays européens ont-ils réellement agi avec suffisamment de fermeté pour garantir une sécurité absolue de ce territoire ? La réponse est sans détournement. Tandis que les bâtiments de guerre russes et chinois renforcent leur présence autour des eaux groenlandaises, le silence ou les réactions timorées de l'Europe nourrissent la crainte que la valeur vitale de ce territoire soit gravement sous-estimée. Ce message a été affirmé avec force par le président Donald Trump qui a déclaré explicitement « Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Il occupe aujourd'hui une position stratégique. Le Groenland est actuellement encerclé par des navires russes et chinois. Du point de vue de la sécurité nationale, nous avons besoin du Groenland et le Danemark n'est pas en mesure d'assurer cela. » Je peux l'affirmer sans ambiguïté. Face à ces déclarations, le gouvernement danois et les dirigeants européens ont immédiatement exigé que toute discussion sur une éventuelle annexion cesse. Ils ont insisté sur le fait que le Groenland n'est pas une marchandise que l'on peut acheter ou vendre. La première ministre danoise a elle aussi lancé un avertissement clair. Mais ce même avertissement révèle la tension croissante entre la réalité géopolitique et le symbolisme de la souveraineté territoriale. À l'heure où le monde entre dans une décennie d'instabilité, le fait qu'une terre glacée comme le Groenland devienne un point névralgique de la sécurité mondiale ne peut être pris à la légère. Et si l'Occident persiste dans la complaisance, le prix à payer pourrait être extrêmement élevé. Le Groenland n'est pas seulement la plus grande île du monde, avec une population de tout juste plus de 50 000 habitants. Il constitue surtout un maillon essentiel de l'ensemble de l'architecture de défense antimissile des États-Unis. Situé entre l'Amérique du Nord et la Russie, au sommet même du globe, le Groenland contrôle la trajectoire la plus courte qu'un missile lancé depuis la Russie ou la Chine emprunterait pour atteindre le territoire américain. Cette donnée géographique, qui pourrait sembler relever du hasard, fait du Groenland un élément irremplaçable de la sécurité nationale des États-Unis. Sur le territoire groenlandais, la base aérienne de Thulé est considérée comme un centre de détection précoce et de surveillance spatiale. C'est de là que la force spatiale des États-Unis exploite des systèmes radars et de suivi satellitaire permettant d'identifier très en amont toute menace provenant de l'Arctique. Combinée aux installations situées en Alaska, cette infrastructure forme un réseau à 2 niveaux garantissant que tout lancement de missiles depuis le nord soit détecté et recoupé, réduisant au minimum le risque de fausse alerte ou de défaillance. Ce dispositif défensif ne se limite pas à l'alerte. Les systèmes d'interception terrestre déployés en Alaska et au Groenland sont conçus pour neutraliser les missiles dès la phase initiale ou intermédiaire de leur trajectoire. Dès qu'un signal anormal est détecté par les radars, les plateformes d'interception peuvent être activées immédiatement. C'est pourquoi le Groenland n'est pas un arrière-front lointain, mais bien une ligne de front vitale dans tout scénario de guerre nucléaire. Le transfert du Groenland du commandement européen vers le commandement nord témoigne du fait que Washington considère désormais officiellement ce territoire comme un avant-poste de la défense du sol américain. Dans un contexte où la Russie et la Chine intensifient leurs activités dans l'Arctique, l'éventualité d'un élargissement des capacités d'interception au Groenland est parfaitement fondée. En effet, si les missiles ne suivent pas une trajectoire classique ou approchent depuis des angles imprévisibles, l'Alaska seul ne suffit plus. Le Groenland n'est donc plus une simple question de géographie ou de souveraineté, c'est une question de survie. Celui qui contrôle le Groenland détient la clé de la défense nucléaire de l'Amérique du Nord. Lorsqu'on évoque la rivalité entre grandes puissances à l'ère contemporaine, beaucoup continuent de penser au Pacifique ou à l'Asie. Pourtant, un front discret mais vital est en train d'émerger dans la région la plus froide de la planète, l'Arctique. Et au cœur de ce front se trouve précisément le Groenland. Au-delà du fait qu'il constitue la route la plus courte pour des missiles russes ou chinois visant les États-Unis, le Groenland est aussi l'un des territoires les plus stratégiques pour les satellites militaires. En raison de la forme légèrement aplatie de la Terre, au pôle de nombreux satellites, empreintes des orbites polaires,
leur permettant de balayer l'ensemble du globe verticalement. Pour contrôler, ajuster ou capter leurs signaux des stations terrestres situées dans l'hémisphère nord sont indispensables. À cet égard, le Groenland devient un observatoire spatial idéal sans équivalent. À la base spatiale de Thulé, la Force spatiale américaine exploite de nombreux systèmes radars et dispositifs de surveillance à haute altitude. Ces installations constituent l'épine dorsale de l'alerte avancée et de la défense antimissile dans l'Arctique. En 2025, le transfert officiel du Groenland du commandement européen au commandement nord a confirmé sans ambiguïté que Washington considère ce territoire comme une ligne de défense avancée du continent nord-américain. La question demeure toutefois pourquoi le président Donald Trump a-t-il publiquement exprimé son souhait de posséder le Groenland plutôt que de maintenir une coopération classique avec le Danemark, allié de l'OTAN? La réponse réside dans un point fondamental, l'autonomie décisionnelle. Militaire, sur le territoire d'un allié, tout projet de déploiement, qu'il s'agisse d'élargir un système d'interception ou de construire de nouvelles installations radars, nécessite des négociations, des autorisations politiques et s'expose à l'opposition de l'opinion publique locale. Washington souhaite disposer d'un commandement unifié, capable de décider et d'agir rapidement. Par ailleurs, le Groenland reste profondément marqué par l'héritage du colonialisme danois. Les mouvements en faveur de l'autonomie et de la renaissance culturelle des peuples inuits gagnent en intensité. Une prise de contrôle américaine ne serait donc pas seulement un calcul stratégique, mais aussi un défi politique complexe, porteur de risques considérables. Les ressources naturelles constituent un autre facteur déterminant. Le Groenland possède des réserves significatives de terres rares indispensables aux industries de défense et aux technologies de pointe. Réduire la dépendance à l'égard des terres rares chinoises est une priorité stratégique affirmée par Donald Trump. Or, Pékin se revendique désormais comme un État quasi arctique et multiplie l'envoi de navires militaires et scientifiques dans la région. Trump redoute que l'influence chinoise ne s'étende dans l'Arctique comme elle l'a fait en mer de Chine méridionale. Bien que 7 des 8 pays disposant de territoires arctiques soient membres de l'OTAN, Donald Trump maintient une position claire. Les États-Unis ne peuvent plus confier leur sécurité vitale à leurs alliés. Du détroit danois entre le Groenland et l'Islande, passage obligé des sous-marins russes aux radars de suivi balistique, le Groenland n'est plus une question territoriale, mais un véritable bouclier protégeant l'Amérique d'une destruction totale. La compétition stratégique en Arctique entre dans une nouvelle phase. Il ne s'agit plus seulement d'un théâtre militaire, mais d'un champ d'affrontement doctrinal renforcé après l'opération militaire au Venezuela. De nombreux analystes estiment que Washington réactive progressivement une version modernisée de la doctrine Monroe du XIXe siècle, étendue cette fois à l'Arctique et aux espaces stratégiques éloignés. Certains parlent de doctrine dents rares. Contrairement à la doctrine Monroe originelle, qui visait à empêcher l'ingérence européenne dans l'hémisphère occidental, cette version contemporaine ambitionne de garantir la domination américaine dans toute région susceptible de tomber sous le contrôle d'un adversaire stratégique. Et le Groenland, aux yeux de la Maison-Blanche, constitue précisément ce point de jonction critique entre la Russie, la Chine et l'OTAN, un nœud stratégique dont la perte signifierait un effondrement de la position américaine en Arctique. L'urgence est d'autant plus grande que les missiles hypersoniques capables de modifier leur altitude et leur trajectoire menacent de neutraliser les systèmes d'alerte traditionnels. Ces missiles ne suivent pas des trajectoires balistiques classiques et peuvent évoluer à basse altitude, échappant ainsi aux radars fixes. Dans ce contexte, le Groenland ne doit pas seulement être conservé mais renforcé. La base de Thulé est aujourd'hui envisagée comme un futur centre d'alerte intercontinentale, renforcé, intégrant de nouveaux systèmes d'interception. Les motivations ne sont pas uniquement technologiques. De nombreux indices suggèrent que l'objectif sous-jacent est également de contrôler les ressources minières stratégiques, en particulier les terres rares, afin de réduire la dépendance envers la Chine. Le Pentagone avertit que la Russie contrôle déjà 53% du littoral arctique, a construit environ 50 bases militaires ou duales et déploie une flotte du Nord comprenant près de 70 navires et sous-marins nucléaires. Cette force massive protège les routes maritimes de l'Arctique, notamment la route maritime du Nord, qui devrait transporter plus de 50 millions de tonnes de marchandises cette année. Parallèlement, la Chine, bien qu'elle se proclame État quasi-arctique, avance prudemment mais résolument. Des stations de recherche à Svalbard, aux navires d'exploration comme le Xiaolong, 2 opérant près de l'Alaska, tout indique une implantation progressive de Pékin dans le Grand Nord. Les exercices navals conjoints russo-chinois en mer de Bering ne sont que la partie visible de l'iceberg. Pékin nie toute présence militaire significative au Groenland et rejette les accusations de Donald Trump selon lesquelles le territoire serait encerclé par
par des flottes russes et chinoises. Mais la question demeure, s'agit-il de la réalité ou d'une manœuvre de diversion? Selon de nombreux experts occidentaux, la présence des deux puissances dans l'Arctique devient chaque jour plus tangible. Dans ce contexte, la volonté américaine de rechercher un contrôle direct plutôt qu'une simple coopération avec le Danemark ne relève plus d'un débat idéologique, mais d'une nécessité stratégique. L'Arctique n'est plus un théâtre périphérique. Il est devenu un centre stratégique où convergent routes maritimes, chaînes d'approvisionnement énergétique et scénarios de déploiement militaire mondial. Le Groenland, jadis considéré comme une périphérie glacée, est désormais le nœud reliant l'Atlantique, l'Amérique du Nord et le Pacifique, à mesure que la glace fond, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent. Les bâtiments russes et chinois actuellement concentrés dans les mers de Barents et de Bering pourraient utiliser ces corridors pour des déplacements transcontinentaux. Le transport de forces depuis l'Alaska vers l'Europe ou depuis l'Asie vers l'Amérique du Nord dépend désormais de la capacité à contrôler l'espace aérien et maritime arctique. Lors de récents exercices, les États-Unis ont testé des schémas de projection de forces en arc de l'Alaska vers l'Europe, puis de retour vers le Pacifique via l'Arctique. Cela pose un défi existentiel. Si un adversaire contrôle le Grand Nord, la mobilité stratégique des États-Unis et de leurs alliés serait gravement compromise. Cependant, l'expansion de la présence américaine au Groenland ne se limite pas à l'installation de radars supplémentaires. Une question majeure se profile: Washington est-il en train de bâtir discrètement un commandement militaire autonome sur place? Si tel est le cas, l'équilibre des forces dans l'Arctique serait profondément modifié. Néanmoins, les stratèges avertissent que l'Arctique ne peut devenir un front de dissuasion permanente, car une concentration excessive de forces affaiblirait d'autres zones sensibles, comme l'Europe de l'Est ou l'Asie orientale. L'Arctique est mieux adapté à un rôle de nœud de surveillance stratégique, contrôle spatial, détection précoce et interception logistique. Outre les enjeux militaires des menaces non conventionnelles, émergent également telles que la dégradation environnementale et l'exploitation illégale des ressources. La Russie et la Chine poursuivent activement l'extraction de minerais de terres rares et d'hydrocarbures dans l'Arctique, y compris autour du Groenland. Sans contrôle strict, cet écosystème extrêmement fragile pourrait subir des dommages irréversibles aux conséquences mondiales. Une autre question cruciale se fait jour: le rôle des populations autochtones du Groenland à Taïwan. Un parallèle devient évident: des décisions géopolitiques majeures sont prises sans que les peuples autochtones aient voix au chapitre. Ces territoires sont transformés en pions sur l'échiquier stratégique mondial sans pouvoir décider de leur propre destin. La tension s'est encore accrue lorsque Donald Trump a déclaré publiquement: la Russie et la Chine ne craignent pas l'OTAN sans les États-Unis. Je doute que l'OTAN se range à nos côtés si nous avons réellement besoin d'elle. On devrait me remercier d'avoir reconstruit l'armée américaine lors de mon premier mandat, et je continuerai. Les États-Unis sous Donald Trump sont le seul pays que la Chine et la Russie craignent et respectent. Cette déclaration n'est pas seulement une affirmation, c'est un avertissement. Si l'OTAN continue de s'appuyer sur un mécanisme de consensus lent et peu dissuasif, Washington est prêt à agir unilatéralement, pas seulement en mer de Chine méridionale ou à Taïwan, mais aussi en Arctique. Dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus tendu, de profonds débats émergent sur le rôle réel de l'OTAN et le partage du fardeau sécuritaire. Une opinion largement répandue aux États-Unis affirme que les autres pays profitent de la protection américaine. Pourtant, un regard historique sur près d'un siècle de conflits montre que cette vision est réductrice. Dans la plupart des conflits majeurs des XXe et XXIe siècles, de la guerre du Golfe aux interventions au Moyen-Orient, l'OTAN, en tant qu'alliance, a agi collectivement. L'OTAN rassemble aujourd'hui de nombreux États membres, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, tous dotés de forces nucléaires majeures, constituant une dissuasion collective crédible face à un adversaire comme la Russie. Contre l'argument selon lequel les États-Unis portent seuls le fardeau, l'analyse stratégique souligne que les capacités militaires des alliés ont contribué de manière significative à la sécurité collective pendant des décennies. Cependant, la nouvelle orientation stratégique, marquée par des déclarations tranchées sur le contrôle de points clés comme le Groenland, met à l'épreuve la cohésion de l'Alliance. Le discours affirmant que seuls les États-Unis inspirent la crainte et le respect à la Chine et à la Russie traduit une insistance excessive sur la puissance unilatérale au détriment de la force collective, soulevant la question d'une possible fragmentation de l'OTAN. L'un des effets les plus visibles de cette approche est une focalisation accrue sur les menaces nucléaires directes, au détriment de défis non conventionnels tels que la cyberguerre, la guerre politique et la guerre économique. Ces menaces exigent des réponses
coordonnée et flexible, souvent négligée dans les débats géopolitiques classiques. À l'origine, l'OTAN n'a pas été conçue uniquement comme une alliance militaire, mais comme un système politico-militaire destiné à préserver la stabilité transatlantique. Lorsque le pilier politique s'affaiblit, l'organisation risque l'érosion face aux nouveaux défis. Cette évolution a des répercussions bien au-delà de l'OTAN, notamment à Taïwan, où la menace n'émane pas d'un État classique, mais d'une force armée liée à une organisation politique, l'Armée populaire de libération APLPLA, sous le contrôle du Parti communiste chinois. De telles situations exigent une architecture de sécurité collective plus souple que la seule dissuasion conventionnelle ou nucléaire. Dans cette nouvelle ère géostratégique où des zones non conventionnelles comme l'Arctique Taïwan ou la mer de Chine méridionale deviennent des théâtres majeurs de rivalité globale, la valeur d'une alliance comme l'OTAN dépendra de sa capacité à s'adapter, à coordonner ses actions et à préserver à la fois ses piliers politiques et militaires, plutôt que de s'appuyer sur la seule puissance d'un acteur unique. Lorsqu'on évoque l'OTAN, l'opinion publique et les médias se concentrent souvent sur la défense de l'Europe face aux menaces orientales. Mais on oublie fréquemment que l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, inclut également les États-Unis et le Canada. L'Alliance n'existe pas uniquement pour protéger Berlin ou Paris, mais aussi Washington, New York et Toronto. C'est un système de défense transatlantique à double sens et un réseau mondial de dissuasion et de soutien stratégique. Dans le climat actuel de déclaration unilatérale, une réalité essentielle tend à être oubliée. L'OTAN constitue la première ligne de défense lorsque l'Amérique du Nord est menacée. Donald Trump affirme que seuls les États-Unis inspirent la crainte à la Chine et à la Russie. Mais il omet que l'Amérique ne peut pas défendre seule tous les fronts de la mer de Chine méridionale à l'Arctique sans une alliance solide derrière elle. Les signes de fracture au sein de l'OTAN deviennent de plus en plus visibles. Certains redoutent que les politiques actuelles de Washington érodent profondément la structure politique et la confiance interne de l'Alliance. Pourtant, il subsiste un espoir que dans les 30 prochaines années, l'OTAN puisse se renforcer, non seulement militairement, mais aussi stratégiquement et moralement. Une OTAN forte demeure un pilier essentiel pour empêcher des puissances comme la Russie et la Chine de prendre l'avantage dans la nouvelle compétition mondiale. Pour des raisons de durée, nous n'avons pas pu aborder un sujet pourtant crucial, les accords de libre association conclus par les États-Unis avec des États insulaires du Pacifique tels que Palau et les îles Marshall, alliés proches de Taïwan. Il ne s'agit pas de simples accords bilatéraux d'aide, mais d'une chaîne de maillons stratégiques jouant un rôle déterminant dans la limitation de l'influence chinoise dans le Pacifique. Un thème qui mérite une analyse à part entière. Mesdames et messieurs, notre vidéo s'achève ici. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.